ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors même si j'espère que la plupart des lois qui ont été annoncées ne seront pas votées in fine, si vous voulez, mais c'est le concours Lépine de l'impôt, si vous voulez. On n'arrête pas d'augmenter les impôts. Là, si on s'arrête où nous sommes aujourd'hui, on est à peu près à 53 milliards d'augmentation des impôts en France pour 2026. Attendez, alors qu'on est déjà numéro 1 du monde des impôts. Donc, ça n'a pas de sens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Expression Libre. Aujourd'hui, je reçois Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Elie, bonjour à toutes et à tous. Avant ça, juste petit rappel de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il faut donner de la force aussi à votre chaîne YouTube Marc Toiti, Marc Merci Toiti beaucoup. TV. Oui, tout à fait. Ça marche déjà bien, mais on compte sur vous parce que c'est vrai que là, on a franchi quasiment 260 000 abonnés, mais là, c'est dur de continuer. Donc, merci à vous. Je compte sur vous d'ailleurs et c'est toujours très sympa. Merci pour votre fidélité. L'économie et la vérité économique finira par l'emporter. Justement, on va revenir avec vous sur l'actualité économique de ces derniers jours. Et vous venez pas avec les bonnes nouvelles. Les voyants ne sont pas ouverts pour l'économie française. Est-ce que vous pourrez faire un tour d'horizon des derniers indicateurs pour la France? Alors malheureusement, c'est vrai que c'est très très triste. Alors c'est sûr qu'on a eu un chiffre miraculeux, une sorte de miracle de Noël avant l'heure sur le PIB français du troisième trimestre, 0,5% de croissance, alors que tout le monde s'attendait, même la Banque de France, même l'INSEE, à plutôt un chiffre très moyen, autour des 0, voire même négatif. Tous les indicateurs avancés donnaient une baisse du PIB, et là on a 0,5% de croissance, c'est assez incroyable. C'est lié à une très forte vente d'avions, a priori. Donc voilà, jusqu'à présent on avait une très forte formation de stock, donc c'est des variables d'ajustement. Là, des ventes d'avions, bon, c'est très bien, mais quand on regarde la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation, l'investissement, ça reste très très mou. Donc on a cette déconnexion entre les chiffres du PIB et la réalité économique qu'on vit au quotidien, que vivent les Français, les entreprises, les particuliers. Donc ce chiffre, à mon avis, n'est pas très sérieux. Par contre, c'est vrai que sur le mois d'octobre, on a des indicateurs avancés qui montrent que c'est catastrophique. Si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, donc en fait, on interroge tous les directeurs d'achat dans tous les services, dans tous les secteurs d'activité, donc les services, l'industrie, la construction, etc. Donc ça, dans tous les pays. Donc là, c'est facile à comprendre, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Et là, on est à 47,7, pour tout vous dire, sur l'ensemble des secteurs, ce qui est le plus bas niveau du monde pour le mois d'octobre. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait pire que nous. Donc nous sommes la lanterne rouge de l'économie mondiale. Donc nous sommes en zone de récession. Depuis un an d'ailleurs, les chiffres du PIB ne le montrent pas, mais en tout cas les directeurs d'achat qui ont les mains dans le cambouis, qui sont donc dans la réalité économique, nous disent que ça va très mal. Et donc oui, c'est extrêmement triste. Autre élément qui ne trompe pas, c'est le chômage. Parce que normalement, quand on a une croissance forte, entre guillemets, comme veulent laisser croire aujourd'hui M. Macron ou autres, eh bien, on a le chômage qui baisse. Alors là, le chômage est en train d'augmenter. Les chiffres de l'INSEE du troisième trimestre, on est à 7,7% de taux de chômage. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il y a une situation difficile pour les ménages. Et quand on voit les perspectives de chômage des ménages, l'enquête INSEE, vous voyez, c'est très sérieux, ou même l'enquête INSEE auprès des chefs d'entreprise sur les perspectives de chômage, on pourrait avoir un taux de chômage de 9% dans les prochains mois en France. Et il y a un chômage très fort chez les jeunes aussi. Alors, le chômage chez les jeunes également, on est à plus de 18%, donc c'est particulièrement dramatique. Et là, encore plus grave que cela, quand on regarde tout le chômage, il y a tous les chômeurs de toutes catégories, on est à quasiment 17% de taux de chômage en France. C'est ça la réalité du chômage, malheureusement, en France. Et donc, c'est vrai qu'on est très très loin de nos voisins, où la situation est en train donc, de s'améliorer légèrement sur le taux de chômage. Vous voyez, il y a un élément important, c'est que habituellement, jusqu'en 2017, on avait un taux de chômage donc, de la zone euro qui était supérieur ou égal au taux de chômage de la France. Bon, on avait le même taux de chômage à peu près. Bon. Après, ça a baissé grâce évidemment à la planche à billets, etc., toutes les aides artificielles. Et aujourd'hui, le taux de chômage de la zone euro, donc, il est à 6,3%, alors que chez nous, il est à 7,7%. Donc, c'est une nouveauté. On a un taux de chômage français qui est largement supérieur à celui de la zone euro. Et ça montre bien qu'on a un mal français qui est là. Et ce, malgré toutes les aides qu'on peut donner en termes, je dirais, de traitement statistique et social du chômage. Ce qui veut dire qu'on a une situation très difficile, malheureusement, notamment pour nos jeunes, vous l'avez dit, et pour l'ensemble des chefs d'entreprise également. Parce que là aussi, un chiffre incroyable. Tous les mois, la Banque de France sort les chiffres de défaillance d'entreprise. Les faillites d'entreprise, pour faire simple. On atteint des records historiques de mois en mois. Là, on est à peu près à 6%
au-dessus du record de 2015. Et si vous retraitez ça, ce qu'on appelle hors micro-entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de création d'entreprises, de micro-entreprises, donc bon, parfois c'est artificiel. Quand vous regardez les défaillances d'entreprises hors micro-entreprise, tenez-vous bien, on est 14% au-dessus du sommet de la récession de 2009. Pour bien prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Alors, si vous regardez depuis 2017, parce qu'on fait beaucoup de bilans en ce moment de l'ère Macron, entre guillemets, alors là, les défaillances d'entreprises, depuis le 2017, tenez-vous bien, hors micro-entreprises, ont explosé de 100%. Vous vous rendez compte? Et après, on va nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis des gens qui souffrent aujourd'hui en France, bien sûr les ménages, mais également et surtout les chefs d'entreprise. Les entreprises, c'est pas que les entreprises du CAC 40, c'est beaucoup de PME qui souffrent énormément aujourd'hui, et donc, avec des faillites qui sont historiques. Et derrière les faillites, évidemment, il y a des destructions d'emplois, donc du chômage qui va encore augmenter. Donc la situation, malheureusement, je suis désolé, n'est pas très joyeuse. Mais encore une fois, il faut regarder la réalité en face, parce que là, en plus avec la crise politique qui n'en finit plus, ça ne va pas s'arranger. Et comment expliquer cette faiblesse généralisée de l'économie française? Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a un problème structurel. Ça veut dire que les structures de l'économie française ne sont pas bonnes, notamment en termes de fiscalité, qui est l'une des plus élevées du monde, la plus élevée du monde d'ailleurs. Il y a juste le Danemark, on est fait ex aequo, mais bon, on est quand même numéro 1 du monde. Il y a également beaucoup trop d'administration, là aussi, dépenses publiques numéro 1 du monde, beaucoup trop de tracasseries administratives. On a un des codes, je dirais, des impôts ou du travail, c'est parmi les plus complexes du monde. Donc là, ça limite également, je dirais, l'investissement, la création d'emplois, etc. Donc ça, ce sont des faiblesses structurelles. Ce qu'on appelle la croissance structurelle de la France, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, ce n'est que 0,9%. C'est-à-dire que notre potentiel de croissance, le mieux qu'on puisse faire normalement, c'est 0,9%. Vous vous rendez compte? Si tout va bien. Et donc là, en plus de cela, comme on a une crise politique qui est là, on a également les taux d'intérêt qui augmentent, le taux d'intérêt de la dette publique, donc les taux d'intérêt des crédits qui également sont en train d'augmenter. Et puis bien sûr, cette instabilité fiscale. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors même si j'espère que la plupart des lois qui ont été annoncées ne seront pas votées in fine, si vous voulez, mais c'est le concours Lépine de l'impôt, si vous voulez. On n'arrête pas d'augmenter les impôts. Là, si on s'arrête où nous sommes aujourd'hui, on est à peu près à 53 milliards d'augmentation des impôts en France pour 2026. Attendez, alors qu'on est déjà numéro 1 du monde des impôts. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, cette instabilité fiscale, évidemment, crée des tensions, crée des craintes. Et moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui m'appellent, qui disent non, mais moi, je ne vais pas investir parce que je ne sais pas où on va aller demain, quelle sauce on va être mangé. Donc, c'est très dangereux. Et puis, parallèlement, vous avez là aussi des risques sur l'investissement, avec des taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter, qui vont encore augmenter. Et puis, parallèlement, le chômage qui augmente. Donc, ça aussi, le marché du travail qui n'est pas assez fluide. Et alors, ça qui est fou, c'est qu'on a parfois des pénuries de main-d'œuvre. Des entreprises qui veulent embaucher mais qui ne trouvent pas preneurs, qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. C'est pas que les Français ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas les formations en face. Donc là aussi, on a un problème structurel, c'est que les formations ne correspondent pas à ce que veulent les entreprises, finalement, à la situation du marché du travail. Donc, ouais, tout ça fait que malheureusement, on aura une croissance, je pense, le PIB va baisser au 4e trimestre en France, sauf s'il y a encore un coup de baguette magique de l'INSEE, ça, évidemment, ça, je ne peux pas faire différemment, c'est pas moi qui fais les chiffres, donc, mais on a vraiment l'impression que c'est ça. Quelqu'un fait les chiffres, si vous voulez, donc c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui ne trompe pas, je ne veux pas être trop long, mais vous savez, là, on a Madame de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui nous a dit, écoutez, on a un problème, il manque 10 milliards d'euros de recettes de TVA. Entre 5 et 10 milliards. Attendez, c'est quand même... on se moquait de la Grèce qui ne savait pas relever l'impôt, mais nous, on fait la même erreur. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a un tel écart? On avait vu, je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Bruno Le Maire, il y avait également les mêmes problèmes. C'est parce qu'en fait, la croissance, elle est surestimée. Donc, on a une croissance qui est artificiellement surestimée. Et donc, quand on fait la corrélation sur le fait de TVA, ça n'arrive pas parce qu'il y a encore beaucoup d'économies parallèles. Donc, ça veut dire que la variation du PIB ne correspond pas à la richesse concrète. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, on a une situation qui est bien triste et on aurait une croissance, je vous dis, à peu près 0,6% et cette année et l'an prochain. Vous estimez que notre situation est pire que celle de la Grèce en 2010? Pire, peut-être pas, parce que je dirais la Grèce avait quand même à l'époque 10% du déficit public par rapport au PIB. Nous, on n'en est pas encore là. Même si nous sommes numéro 1 de la zone euro en termes de déficit public. Vous avez tous les pays, parce que ça, il faut bien prendre conscience de ça. Tous les pays de la zone euro ont réduit leur déficit, alors que nous, on a continué de l'augmenter. Là, on est à 5,4%. C'est le chiffre du deuxième trimestre. En moyenne sur l'année, je pense qu'on sera à 5,8%, donc on ne sera pas à l'objectif, peut-être même plus, parce que si on perd encore des recettes fiscales comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pas compliqué. Pour l'instant, on a un déficit de l'État
d'environ 160 milliards d'euros ou 170 milliards. On nous annonce un déficit de la sécurité sociale de à peu près 22 milliards. Vous voyez, donc on est déjà à 190 milliards. Pour peu qu'il y ait 10 milliards de déficit des collectivités locales, ça veut dire 200 milliards d'euros de déficit. Voilà. Alors, après, est-ce qu'on va, nous, encore une fois, nous arranger les chiffres au dernier moment? On va appeler David Copperfield pour qu'il nous fasse un coup de baguette magique, ou Harry Potter, ou Gérard Majax. Certains disaient Garcimore. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Garcimore, mais c'était un magicien qui faisait que des bêtises. Et ben, c'est un peu ça, si vous voulez. Ça devient grotesque. C'est ce que je veux dire. Mais bon, toujours est-il que, oui, aujourd'hui, la situation est pas aussi grave que la Grèce, mais elle y ressemble de plus en plus. Moi, je me souviens à l'époque de la crise grecque, j'allais souvent à l'époque en Grèce, au début, et c'est vrai qu'on était très inquiets. Donc les dirigeants grecs nous disaient, ne vous inquiétez pas, la Grèce n'est pas l'Argentine. Sous-entendu, il ne va pas nous arriver ce qui se passe passer en Argentine. Et on a vu que malheureusement, c'est ce qui s'est produit pourtant. Aujourd'hui, on a le même discours. La France n'est pas On la nous dit, Grèce. non, ne vous inquiétez pas, la France, ce n'est pas la Grèce. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être pire. Parce que la Grèce, c'était 350 milliards d'euros de dette. Donc quand il y a eu un problème, on a pu reprêter effectivement à la Grèce et arranger la situation. Mais nous, c'est 3 500 milliards d'euros de dette publique. 7 500 milliards si on ajoute le hors-bilan. Donc c'est des sommes complètement folles. Voyez. Donc le FMI, il ne pourra pas venir nous soutenir comme ça. Hein. On ne pourra pas nous reprêter de l'argent facilement. Donc ce qui est très dangereux, c'est qu'on est dans une fuite en avant permanente. On le voit sur le budget, on voit sur la réforme des retraites. Et là, si vous voulez, on a un gros problème, c'est que les agences de notation ne font pas leur boulot. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce ou en Italie ou au Portugal, dès le début de la crise, quand ça commençait à déraper, les agences de notation ont commencé à dégrader la note, ce qui est logique. Mais même si elles ont pris un peu de temps, parce qu'elles n'ont pas vu, normalement elles doivent anticiper. Là, c'est vrai qu'on a été dégradé par Standard & Poor's et Fitch à A+. Pour Moody's, on est toujours double A-, alors qu'on mérite franchement A-, voire triple B+, éventuellement. Hein. Donc, mais encore une fois, ce n'est pas sérieux. On n'a pas de réforme des retraites, parce qu'elle est suspendue. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. On n'a pas de budget. On voit bien que le déficit public va être proche de 6%, et cette année et l'an prochain. Donc, on est la risée de l'Europe, voire la risée du monde. Et on nous dit non, tout va bien, on fait confiance. Donc, elles ne font pas leur boulot. Donc, c'est ça qui nous sauve pour l'instant, c'est que comme on n'a pas été dégradé, les taux d'intérêt n'augmentent pas trop. Mais enfin, on est quand même à 3,5% sur le taux de 10 ans, le taux de la dette publique française. Moi, je pense qu'on peut atteindre 4, voire même plus. On peut monter à 5% l'année prochaine. Donc, voilà, la situation est quand même, oui, proche de celle de la Grèce, malheureusement. Et cette fuite en avant, elle ira jusqu'à où, vous pensez? Alors voilà, c'est ça qui est dramatique, c'est que quand il y a eu la crise grecque, le PIB grec, ça on ne le dit pas, parce qu'on ne se rend pas compte, on se dit, oui, bon, ça va, on a sauvé la Grèce. Oui, mais attendez, vous savez que quand il y a eu la crise grecque, en 3 ans, 3-4 ans, le PIB grec a chuté de 30%. Hors inflation, moins 30%. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Quand on a moins 0,1%, ça fait peur. Alors là, moins 30%. Et aujourd'hui même où nous sommes, donc en 2025, eh bien, le niveau du PIB grec hors inflation, parce que ça a redémarré quand même, mais il est toujours 15% inférieur au niveau de 2008. Donc ça qui est dramatique, c'est que cette fuite en avant, elle dure, mais le moment où la corde se casse, parce que là, elle tient sur un fil, donc ça tient. Le jour où le fil va casser, alors là, le PIB peut s'effondrer. Et on mettra des années à redresser la barre. C'est là où les dirigeants politiques ne font pas leur boulot. Ils ont une sorte d'irresponsabilité où on gagne du temps. Voilà. Sachant qu'on sait très bien qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc, c'est vrai que nous sommes la France, on est une puissance nucléaire, tout ce que vous voulez, etc. Mais toujours est-il que d'un point de vue de la finance publique, aujourd'hui, la France est en train de se déliter. On a même un problème en augmentant les impôts, qui est justement ce consentement à l'impôt. Certains Français aujourd'hui, moi sur ma chaîne YouTube notamment, voilà, j'ai des messages où des chefs d'entreprise me disent, bon, évidemment de PME, hein, ou même parfois de ETI, me disent, ben non, moi finalement, moi, je ferme ma boîte. Même pas je la vends, je ferme et je m'en vais. Alors c'est incroyable, vous voyez. Et elles ne ferment pas parce qu'elles ont des difficultés. Ça, évidemment, des situations de défaut de paiement, j'évoquais tout à l'heure, de faillite, ça, bon, elles n'y livrent pas rien. C'est des entreprises qui pourraient continuer, on dit non, c'est trop compliqué. Entre les impôts, les contrôles, URSSAF, les fiscaux, etc. On nous empêche de tourner en rond et en plus on a une mauvaise image. Et on veut encore augmenter les impôts sur les entreprises. Donc elles nous disent, je mets la clé sous la porte. Ça c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il y aura moins de recettes fiscales. Vous voyez, quand on voit également, vous voyez, on parlait de la TVA tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une partie de la consommation qui échappe à la TVA. Alors on dit oui, mais c'est les petits colis, etc. Non, c'est le problème, donc qui sont importés, qui ne sont pas taxés, bref. C'est pas ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, ils vont vers l'économie parallèle.
Et ça, c'est quand même très dangereux. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas de recette de TVA. Donc, il y a de la consommation, mais puis là aussi, on ne fait rien. C'est-à-dire que, alors, on va vous embêter parce que vous avez un PV qui n'est pas payé ou autre. Mais par contre, les trafiquants de drogue, etc. Alors, oui, sur le marketing, on veut lutter contre tout ça. Non, là, on ne dit rien. Tout ce qui est économie parallèle, mais la vraie, hein, la mafia, entre guillemets, là, on les laisse tranquilles. Donc, attendez, les Français se sont un petit peu abusés. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, je pense, est très dangereux. On est à la fin du film. Et on se rend bien compte, et c'est ça moi qui m'inquiète, c'est que les dirigeants français ne se rendent pas compte de la situation. Ils disent mais non, ça va aller, on va gérer, tout va bien se passer. Attendez, encore une fois, je pense que c'est un manque de respect. C'est une sorte de mépris vis-à-vis des Français qui souffrent. Justement, il y a un an, vous avez déploré un mensonge d'État. Bruno Le Maire aurait dit à Emmanuel Macron que 50 milliards auraient disparu. Ah oui, ça... Vous pouvez nous en parler? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est amusant parce que je l'ai dit, je crois, ici même et dans d'autres médias, dans beaucoup de médias, sur ma chaîne YouTube et ailleurs, bien entendu. C'était en 2024. Et moi, dès le début, j'avais dit, parce qu'à l'époque, ils nous disaient, oui, déficit public, on va le réduire à 4,4, tout va bien se passer, un peu comme aujourd'hui. Moi, je dis, non, c'est impossible. On sera au moins à 5,5. Vous voyez ce que je veux dire? Et on brillait au nez. Et là, maintenant, qu'apprend-on? C'est qu'au même moment, il y avait donc des rapports de Bercy, parce que qui étaient donnés à Monsieur le Maire en disant ben non, mais c'est en train de déraper, on sera à 5,7. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu la note de Bercy, et Monsieur le Maire, quelques jours plus tard, donc arrive aux 20h de TF1 et dit non, je maintiens mon objectif de 4,4. Incroyable, vous voyez. Ce déni de réalité est incroyable. Alors après, il prévient Macron, parce qu'il dit là, effectivement, j'y arriverai pas, et puis rien ne se passe, si ce n'est la dissolution. On peut se poser la question. Ça peut être une des origines aussi, en disant, parce que là, ça ressemble vraiment à la Grèce. Parce que là, il y a quand même 50 milliards d'euros qui ont disparu. Enfin, c'est énorme comme chiffre. Et alors, quand on pose la question à Bruno Le Maire, parce qu'il a fait une émission, on lui dit, où est cet argent? Il dit, je ne peux pas vous répondre. Mais ça fait peur, ça aussi. On est quand même la France, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un ministre de l'économie vous dise aujourd'hui, je ne sais pas où sont passés ces 50 milliards d'euros. On a pareil là aujourd'hui pour Mme de Montchalin, il dit 10 milliards d'euros, je ne sais pas où ils sont, sur les recettes de TVA. Attendez, mais ça fait froid dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème de sérieux. Ah ouais, j'ai fait mon t-shirt, là, ce n'est pas sérieux, là on est en plein dedans. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas sérieux ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour la France, et ça, c'est particulièrement dramatique parce que ça va nous revenir comme un boomerang. Donc voilà, ça montre bien que, et ça moi qui me fait un peu de peine, c'est, je pense également pour vous, quand on dit la vérité, j'ai fait une vidéo là dernièrement justement sur ma chaîne YouTube en disant quel est le vrai bilan économique de M. Macron. Et on me dit non, tu peux pas dire ça, je fais pas mal de télé, etc. On me dit non, va doucement, etc. C'est incroyable. Aujourd'hui, le simple fait de dire la vérité, vous voyez, moi, je n'invente rien. Je montre des chiffres justement de l'INSEE qui parfois sont un peu arrangés, ou les chiffres de Rostat, du FMI, donc je n'invente rien. Juste le simple fait de dire la vérité. Quand j'ai dit, par exemple, que le déficit public allait être beaucoup plus élevé en 2024 que ce qui était annoncé, je ne faisais que mon métier. Et tout le monde le savait, tous les économistes sérieux, parce que bon, évidemment, les économistes de salon ou qui sont politisés, mais on savait très bien que ça n'était pas possible. Et finalement, on n'osait pas dire la vérité. Et quand on dit la vérité, on est montré du doigt. C'est quand même assez incroyable. Donc moi, je pense qu'il faut continuer de dire la vérité. C'est ce que vous faites, c'est ce que j'essaye de faire, parce que la vérité économique, notamment, finira par l'emporter. Et quelle est la réaction des investisseurs étrangers par rapport à la dette de la France? Est-ce qu'ils se sont déjà dégagés du marché français? Alors voilà, c'est ça qui est très intéressant, parce que depuis quelques années, la part des étrangers qui détiennent notre dette ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que là, on est à plus de 55% de non-résidents qui détiennent notre dette. 55,4% exactement de notre dette est détenue par des non-résidents. Et c'est énorme. En 2022, on était autour des 46. Vous voyez? Donc ça monte. Oui. Donc, alors certains vont vous dire, ah oui, c'est bon signe. On s'arrache notre dette. Ah oui, ça veut dire qu'on attire les investisseurs étrangers qui nous rachètent notre dette. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'on perd aussi en indépendance. Et là, moi, j'ai un gros problème, pour tout vous dire. C'est que, bon, là, j'ai 30 ans de métier, évidemment, j'espère que ça ne se voit pas trop, mais toujours est-il que pendant des années, jusqu'à encore quelques années, la Banque de France, une fois par an, faisait un bilan en disant, voilà, qui détient la dette publique française. Et elle nous donnait les nationalités des non-résidents. Et là, comme par hasard, depuis 2020, on n'a plus ces chiffres. On ne sait plus qui détient notre dette. C'est bizarre. Voyez, donc on a des estimations, mais on ne sait pas réellement. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas nous dire qui vraiment détient ces dettes. On sait que, justement, en 2024, après la dissolution, etc., il y a à peu près 10 milliards d'euros de fonds de dette publique française qui a été vendus par des fonds japonais, et on ne sait pas qui a acheté.
Parce que quelqu'un a acheté, il y a eu un échange de gré à gré. Sinon, les taux d'intérêt auraient explosé. Vous voyez. Donc là, c'est pareil, on tient comme ça, mais on ne sait pas qui. Alors, ça serait bien qu'on le sache, parce que peut-être ça pourrait nous dire également des signaux plus clairs sur des décisions françaises, des fois qu'on ne comprend pas, vous voyez, au sommet de l'État. Donc, toujours est-il que, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, cette part des étrangers dans la dette publique est dangereuse. Et parce que justement, on perd notre indépendance, mais surtout, attention, ces investisseurs étrangers, très souvent, sont par définition très volatiles. Ça veut dire que si demain, on est vraiment dégradé, la note de la France est vraiment dégradée, si demain, il y a une crainte encore sur le budget, alors là, ils peuvent partir très vite, ces fonds d'investissement. Et donc, les taux d'intérêt peuvent flamber. Donc, et c'est ça qui sera la clé. C'est là où ça sera le déclic, si vous voulez, quand les taux d'intérêt vont dépasser les 4, voire les 5% sur le taux de 10 ans français, alors là, évidemment, on ne répondra plus de rien. Et là, il y aura une vraie crise de la dette publique, une crise même de la zone euro. Là, ça sera évidemment très grave. Et à partir de là, je pense qu'on n'aura plus le choix, comme les Grecs, comme les Argentins. Il faudra prendre un moment les bonnes mesures. Parce que pour l'instant, très honnêtement, on voit bien. Regardez ce débat à l'Assemblée nationale, c'est assez incroyable. Les numéros 1 des impôts, on veut encore augmenter les impôts. Et tout le monde trouve ça normal. Vous voyez, par exemple, l'IFI, là, qui sont transformés l'impôt sur la fortune improductive. Vous voyez. Donc on veut taxer notamment l'assurance vie. C'est incroyable. Qui a fait cette loi? Qui a proposé cette loi? Ce n'est pas LFI, ce n'est pas l'ERN, c'est le MoDem. Incroyable. Ceux qui disaient sérieux. Voilà, même il y avait l'ancien patron du MoDem, M. Bayrou, qui dirigeait la France il y a quelques mois. Heureusement, il est parti parce que il disait oui, si ça va mal, c'est à cause des Français. Non, encore une fois, si ça va mal, c'est parce que les dirigeants ont pris les mauvaises décisions. Mais donc, toujours est-il que moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est même pas l'extrême gauche qui veut augmenter les impôts, c'est même les partis, on va dire, du centre, les partis, comme on dit entre guillemets, républicains. Non, il faut arrêter. Il faut baisser fortement les impôts pour tous. Pour tous. Pas baisser d'un côté, monter de l'autre. Baisser en net. Baisser d'au moins 50 milliards d'euros les impôts, pas les augmenter. Et baisser dans le même temps les dépenses publiques. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de courage politique. Donc c'est ce qui bloque aujourd'hui la France. Autre sujet, la croissance mondiale qui se tient. Quels sont ses moteurs aujourd'hui et pourquoi la France n'arrive pas à en bénéficier? Alors c'est vrai ça c'est quand même la bonne surprise de ces derniers mois, on a une croissance mondiale qui résiste. Elle est autour des 3%. Bon, c'est pas mal. Mais sauf que sur long terme, la croissance moyenne du monde, c'est 3,5% par an. Là, on est à 3%. Bon, c'est que c'est moins que la moyenne de long terme, mais c'est pas non plus dramatique. Ça reste une performance honorable. Après, le problème, vous l'avez dit, c'est d'où vient cette croissance? Donc on a, j'ai envie, toujours les mêmes locomotives. D'abord, l'Inde. L'Inde qui est effectivement la locomotive depuis 2020, c'est l'Inde la locomotive, devant la Chine d'ailleurs. Et ça, l'Inde évidemment a fait des gros coups. C'est que pendant que la Chine enfermait tout le monde pendant le Covid, l'Inde, elle a enfermé tout le monde au début, puis après elle a arrêté. Elle dit non. Et donc elle a gagné des parts de marché qu'elle conserve, que la Chine n'arrive pas à récupérer. Deuxième avantage de l'Inde, c'était la guerre Russie-Ukraine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu le boycott des produits russes, et sauf que l'Inde, qui n'avait pas accès au pétrole russe, a acheté à ce moment-là le pétrole russe. Et donc les Russes leur ont fait un bon prix, donc l'Inde l'a acheté, elle a raffiné le pétrole, puis comme il en restait, elle a revendu notamment à l'Europe. On dit non, c'est pas du pétrole russe parce que c'est passé par l'Inde. Vous voyez, il y a une hypocrisie incroyable, mais bon, donc l'Inde en a bénéficié. Et là aujourd'hui, elle continue, elle a une croissance de 7 à 7,5% par an. Donc bravo à eux. Bon, c'est qu'ils ont de la marge, parce qu'il y a encore un taux de pauvreté qui est énorme en Inde. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une situation qui est en train de s'améliorer. Deuxième locomotive, alors c'est la Chine avec 5% de croissance, mais elle souffre, la Chine. Et donc ça qui est paradoxal, c'est que la Chine, elle a aujourd'hui des excédents commerciaux records. Bon, c'est bizarre parce qu'on dit il y a les droits de douane, donc ça aurait dû calmer le jeu. Alors c'est qu'au début d'année, on avait dit oui, on anticipe les droits de douane, donc on a acheté beaucoup de produits chinois. Sauf que là, les droits de douane sont là, même s'ils ne sont pas aussi élevés que ce qu'on avait annoncé. Et néanmoins, là, on a toujours des excédents commerciaux chinois historiquement élevés. Ça monte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué, c'est que déjà, les Chinois arrivent quand même à vendre aux États-Unis, parce que finalement, il y a des besoins qui ne peuvent pas être remplacés, mais surtout, ils vendent de plus en plus ailleurs, là où il n'y a pas de droits de douane, là où on les laisse entrer facilement, et notamment, évidemment, en Europe et en France. On a à peu près plus de 50 milliards d'euros de déficit avec la Chine. Ah oui, c'est pas rien, ouais. Donc, ça montre bien que les Chinois, ils sont des gens très pragmatiques. Et comme ils n'ont pas de demande intérieure suffisamment solide, parce qu'ils ont une crise immobilière, il y a une crise de la demande intérieure, etc. en Chine aujourd'hui, donc ils ont besoin du moteur extérieur. Et nous, on leur dit, non, tout va bien, on accepte des produits chinois sans droit de douane, alors qu'ils ne sont même pas aux normes européennes. Et nous, on impose à nos producteurs français justement des normes draconiennes. Donc c'est ça qui colle pas. Et donc voilà, c'est
encore une fois, l'absurdie, comme on dit, hein, voilà, il y a beaucoup d'absurdité dans nos décisions politiques. Donc aujourd'hui, la Chine en profite, mais elle souffre. 5% de croissance en Chine, c'est bien, mais c'est pas assez pour augmenter le niveau de vie moyen des Chinois. Et puis donc, il y a une troisième locomotive, c'est les États-Unis. Là aussi, beaucoup les voyaient en récession, etc. Bon, il y a eu ce qu'on appelle le shutdown. Oui. Ça veut dire qu'ils ont arrêté l'administration américaine. Plus de 40 jours, c'est historique, on n'a jamais vu ça. Là, ça, ils ont trouvé un accord, donc ça va un peu mieux. Mais sur l'année, ils vont quand même faire 2% de croissance. À peu près la même chose l'année prochaine. Donc, vous voyez, une bonne croissance quand même, malgré tout ce qui se passe. Ce qu'on veut bien dire, il y a une résistance de l'économie américaine. Et après, malheureusement, voilà, on a la zone euro, 1,2% de croissance, puis la France, 0,6%. Où donc nous sommes la lanterne rouge, l'une des lanternes rouges de l'économie mondiale. Avant, il y avait nos amis canadiens qui nous permettaient justement de ne pas être derniers. Maintenant, ça y est, eux, ils commencent à redémarrer. Et nous, on reste malheureusement les bons derniers. Il y a évidemment l'Allemagne également qui souffre, mais ce qui est en train de s'améliorer sur cette fin d'année. Et par contre, nous, malheureusement, on est toujours en situation de recul de l'activité. Justement, ces droits de douane imposés par Trump, qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit d'un point de vue américain ou d'un point de vue français? Bah, encore, comment dire, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui une clarification de ce qu'on appelle l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Normalement, on doit respecter des règles. Or, on voit bien que les Chinois ne les respectent pas. Ne serait-ce qu'au niveau, effectivement, justement, des prix des produits, ils font du dumping. Ils vendent à perte. Donc, normalement, c'est interdit. Autre élément très important, parce que quelle est la meilleure barrière douanière, entre guillemets, c'est le taux de change. Et aujourd'hui, les Chinois maintiennent un yuan artificiellement bas. Le yuan aujourd'hui est à peu près à 7,2 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre, selon la parité des pouvoirs d'achat, c'est 3,50. Du simple au double. Et donc là, ça dépasse tous les droits de douane, parce qu'ils ont justement une devise sous-évaluée. Et les seuls qui, effectivement, ont réagi, ont osé réagir, ce sont les Américains. Alors on peut les critiquer, mais bon, même si Trump n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, sinon ça va faire de l'inflation aux États-Unis, qui va casser l'activité. Mais néanmoins, il a quand même, là aussi, je dirais, réagi. Et nous, par contre, on ne fait rien. Donc évidemment, la nature a horreur du vide. Hein. Donc vous laissez une brèche ouverte, les Chinois vont s'engouffrer dans cette brèche. C'est logique, hein. C'est humain. Les Chinois sont des gens très pragmatiques. C'est des grands hommes d'affaires et femmes d'affaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils font avant tout le business. Vous voyez, pour un pays communiste, c'est un peu bizarre à comprendre. En fait, le communisme, il est juste dans l'organisation de la société. Mais sinon, c'est un pays extrêmement capitaliste, où évidemment, il y a une recherche du profit. Et pire que cela, une recherche, je dirais, ce qu'on appelle la course à la taille. C'est-à-dire que les Chinois, eux, ils veulent avoir cette volonté hégémonique, dominer, effectivement, on le voit au niveau des terres rares, par exemple. Et donc ça, nous, on ne réagit pas. Donc à un moment, il faut réagir. Alors c'est vrai que par contre, c'est sûr qu'il y a des produits qu'on ne fait plus du tout en France. Voilà. Ou aux États-Unis. Donc voilà, après, le fait de réindustrialiser, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'essayent de faire les Américains, ce qu'on essaye nous aussi de faire, mais nous, ça reste du marketing. Parce que si vous voulez réindustrialiser, il faut également baisser les impôts. Nous, ce qu'on fait, on augmente les impôts. Donc évidemment, ça n'a pas de sens. Et est-ce que l'Europe, actuellement, elle aide la France à se maintenir économiquement? Ou est-ce qu'elle la coule, justement? Alors bon, c'est partagé, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe aujourd'hui, si on regarde le rôle de la Banque Centrale Européenne, ça nous permet finalement de limiter l'augmentation des taux d'intérêt. Donc de ce point de vue-là, ça nous protège. Mais c'est sûr que si demain il y a une crise grave, on ne pourra pas protéger éternellement la France. Donc par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réglementations européennes tatillonnes qui nous empêchent de tourner en rond. Sans parler du budget européen, bon là, il y a une petite surprime de la France, mais bon, à l'arrière, on la regagne au travers de la protection de la BCE. Mais sinon, c'est vrai que il faudra alléger l'Europe, mais pas que pour les Français, pour tout le monde. On a une Europe beaucoup trop tatillonne, avec beaucoup trop de règles d'administration, etc. Donc de coûts qui finalement empêchent de faire de la croissance. Vous pointez du doigt une hausse de la fiscalité dans le budget. On va en parler à hauteur de 53 milliards d'euros. Via notamment, vous en avez rapidement parlé, la taxation des fonds en euros de l'assurance vie. Oui, c'est une hérésie selon vous? Oui, complètement. C'est-à-dire que là, c'est quand même... On touche là vraiment à la stupidité. C'est-à-dire que on est en train de dire, oui, il y a un impôt sur la fortune improductive. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, c'est évidemment, c'est pour les gens aisés. Mais que mettons dedans? On met notamment l'assurance vie et ce qu'on appelle les fonds euros. Ça veut dire les fonds donc, qui achètent de la dette publique. Donc en gros, déjà, on est en train de reconnaître que quand on achète de la dette publique française, c'est improductif. Ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est les députés européens français qui nous disent ça. Et en plus, c'est paradoxal. On vous dit, vous nous prêtez de l'argent, mais on vous taxe davantage. Donc évidemment, on ne va pas nous prêter. Donc ce qui veut dire que ça va, encore une fois, réduire les achats du Trésor français, donc générer une augmentation des taux d'intérêt. Vous voyez,
ça n'a pas de sens. Et puis surtout, c'est comme pour les successions, hein. Encore une fois, là, c'est pas LFI, c'est pas des partis extrémistes qui ont fait ça, qui nous disent oui, il faut augmenter les droits de succession. Madame Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, elle nous a dit ah ben non, mais ça suffit là, les successions, les héritages, ça tombe du ciel, etc. Il faut les taxer. Mais déjà, mais le problème, c'est que c'est déjà taxé. Oui. À 45% pour la partie haute. Donc, mais oui, moi, ça m'effraie. C'est-à-dire que les dirigeants français, qui normalement, encore une fois, ont un peu de background économique, nous sortent des énormités pareilles. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des députés MoDem, président de l'Assemblée nationale, qui sortent de telles inepties. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, alors imaginez demain, il y a d'autres personnes qui prennent le pouvoir en France, qui voudront justement encore augmenter la dépense publique ou les impôts. Non, c'est triste parce qu'on a un pays qui est formidable. Et surtout, moi je fais beaucoup de conférences, notamment en province, je vois les chefs d'entreprise auprès des chefs d'entreprise, et les Français au sens large, ils sont paniqués. Parce que si vous voulez, eux, au jour le jour, ils ont les mains dans le cambouis. Au jour le jour, ils ont des difficultés, ils ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Et là, on leur dit non, on va encore vous taxer, il y a de l'argent, on va encore vous taxer. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est ça qui m'inquiète, cette déconnexion entre le réel et puis ce que disent nos dirigeants politiques et les députés notamment, enfin, et ainsi de suite, même le gouvernement, parce que même le gouvernement, a priori un gouvernement plutôt de centre-droit, soi-disant, mais à mon avis, c'est pas du tout le cas, mais parce que en fait, la droite en France est plutôt à gauche, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, ce gouvernement de centre, on va dire, a quand même prévu une augmentation de 19 milliards des impôts. Avant même toutes ces lois je dirais superflues. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce qu'il y en a tellement, peut-être une va passer. Parce que là, le Sénat, il va retoquer. Peut-être qu'il y en a une qui va quand même repasser. Quelques augmentations qui vont passer. Donc voilà, je dis c'est triste, parce que ça va générer deux choses. Un, ce qu'on apprend en première année d'économie, si vous voulez, à la fac. Hein. Moi, j'étais prof à la fac pendant de nombreuses années, à Sciences Po également. Moi, j'ai arrêté parce que, bon, finalement, je me rendais compte qu'il y avait un petit dérapage. Mais bon, toujours est-il que qu'on apprend aux étudiants normalement, en première année d'économie, c'est que si vous augmentez les impôts, surtout sur un pays comme chez nous, où nous sommes numéro 1 du monde des impôts, eh bien, vous cassez l'activité économique, donc vous réduisez l'assiette fiscale. Donc, on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fois, il y a moins de recettes fiscales. Donc, plus de déficit. Donc, en voulant augmenter les impôts pour, soi-disant, réduire le déficit, vous allez exactement arriver au résultat inverse. Vous allez accroître votre déficit. Et en plus, il y aura de l'exode fiscal, parce que là aussi, on se dit, oui, il faut faire payer les riches. Mais les riches sont déjà partis. Et puis, ils vont encore plus partir, là. Pas que les très riches, même les moyennement riches, ils vont partir. Parce que quand ils voient ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ils disent, attendez, mais on est tous prêts à payer des impôts. On paye tous des impôts. Mais on veut savoir où ça va. Comment c'est utilisé. Quand on lui dit, attendez, il y a un dérapage l'année dernière quand même de quasiment 100 milliards d'euros entre l'objectif de déficit et puis la réalité, 100 milliards, c'est des sommes complètement folles. Mais c'est pas une petite erreur. Bon, donc on se dit, non, ça il faut, là on nous dit il y a 10 milliards d'euros qui manquent. À quoi, comment sont utilisés nos impôts? Donc là, il y a ce problème d'exode fiscal. Donc d'abord, ça casse la croissance, exode fiscal, et puis parallèlement, consentement à l'impôt. Ça, c'est très dangereux parce que justement, la force de la France, entre guillemets, c'est sa facilité à lever l'impôt. Là, on voit que c'est de plus en plus dur, justement. Donc, vous voyez, on est en train de casser notre crédibilité, casser notre image. Et donc, moi, je trouve ça dramatique. J'espère que ça va s'inverser, mais là, à moyen terme, ça va être difficile. Et selon vous, c'est dû à une incompétence de la part de nos dirigeants ou juste à un déni de la réalité? Oh, je pense que c'est tout à la fois. Effectivement, il y a de l'incompétence. Bon, on voit bien, hein, quand on voit les débats à l'Assemblée nationale, ça fait froid dans le dos. Quand on voit ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, sur des personnes, a priori, qui ont le contact avec les entreprises, qui ont le contact avec le réel, normalement. Alors, attendez, mais non, il y a un problème de compétence, c'est clair. Ils sont complètement déconnectés de la vraie vie. C'est même pas de la vraie vie. C'est pas comment on joint les deux bouts, comment on arrive à tenir une entreprise. Même, je me demande si tu vois leur budget personnel, comment ils font pour tenir leur budget personnel. Vous voyez, c'est assez incroyable. Donc oui, il y a un problème de compétence, donc d'incompétence, on va dire. Il y a un problème évidemment de déni de réalité. On le voit, c'est-à-dire quand M. Macron dit aujourd'hui, j'ai un bilan formidable. Attendez, encore une fois, c'est méprisant pour ceux qui souffrent. Vous savez, dans mon bilan justement que j'ai fait sur la vidéo de la semaine dernière, enfin je ne sais pas quand on va passer la vidéo, mais il y a mi-novembre, eh bien le taux de pauvreté en France augmente.
vous rendez compte? Chiffre de l'INSEE, hein, j'invente rien. En 2023, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2024-2025, on était donc à 15,4%, alors qu'on était à 13% en 2017, de taux de pauvreté. Donc ça, c'est inquiétant. Pourtant, on augmente les impôts, on augmente les dépenses publiques, et puis il y a un taux de pauvreté qui augmente. Donc ça montre bien que ça ne marche pas. Vous voyez, quand on voit que le chômage est en train d'augmenter, alors c'est vrai qu'il a baissé par rapport à 2017, mais là, il est en train de remonter. Et surtout, en 2017, il est au même niveau que la zone euro. Là, on est largement au-dessus de la zone euro. Donc, vous voyez, quand on voit tout ça, on se dit, on ne peut pas dire, il faut arrêter de mentir aux Français. On ne peut pas leur dire tout va bien. Vous voyez, c'est triste. Donc, ce déni, évidemment, vous avez raison, il est dramatique. Alors après, il y a un troisième. J'ai souvent la question, on me dit, est-ce que c'est pas volontaire? Alors, peut-être, mais alors là, j'espère pas, parce que c'est vraiment dramatique. Ça serait quand même le drame absolu, si vous voulez. Vous voyez, mais toujours est-il que déjà, incompétence plus déni de réalité, c'est déjà particulièrement dangereux. Autre sujet, les retraites. Le système est à bout de souffle. Comment vous voyez la chose? Écoutez, moi sur les retraites, je pense qu'il faut être clair. Il faut de la transparence. Le problème, c'est que c'est complètement opaque. Par exemple, on vous dit, oui, il y a un trou de les retraites. C'est vrai. Mais d'où vient ce trou? Du système de la retraite dans le secteur privé. Public, pardon. C'est plus révélateur. Dans le secteur privé, on est à l'équilibre pour l'instant. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, on est à l'équilibre. Et dans le public, on a un déficit public, donc sur les retraites, de 60 milliards, 80 milliards des fois, donc chaque année. Donc il faut que l'État... Alors l'État nous dit, c'est pas un déficit, ce sont des subventions de l'État. Ouais, c'est pareil, c'est ce que je veux dire. Donc déjà, il faut harmoniser tout ça. Il faut arrêter tous les systèmes. Parce qu'il y a encore des systèmes différents qui sont là. Et après, il faut laisser le choix aux Français. Les laisser choisir. Vous voulez travailler plus longtemps? Alors évidemment, en dehors des carrières longues ou des métiers pénibles, ça c'est un autre débat, mais là on pourra faire des ajustements. Mais sinon, si vous voulez travailler plus longtemps, vous aurez plus de retraite. Si vous voulez prendre vos retraites plus tôt, il y aura moins de retraite. Oui, c'est mécanique. Et autre élément important, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 actifs pour un retraité, donc ça ne fonctionne plus, le système par répartition. Dans la fonction publique, il y a même plus de retraités que d'actifs. Oui, donc là, ça fonctionne encore moins. Donc, il n'y a pas de secret. Il faudra aider la retraite par répartition avec une retraite par capitalisation. Et encore une fois, ce n'est pas que pour les riches. Tout le monde pourra choisir. C'est le système suédois où on a un minimum de retraite par répartition. Et après, vous choisissez. Soit vous vous dites, non, moi je veux plus par répartition, je fais confiance. Ou alors je veux gérer moi ma retraite. La même somme, mais c'est moi qui vais la gérer. C'est-à-dire je vais décider moi-même d'investir, soit sur des placements sans risque, soit un petit peu en bourse. Vous savez que sur 40 ans de vie active, généralement en bourse, ça monte, hein, même si il y a des cracks, etc. Mais généralement, ça monte sur 40 ans. Donc, mais au moins, on responsabilise les citoyens. Voilà, donc il faut transparence, liberté, responsabilité. Pour moi, ce sont les termes clés d'une réforme des retraites qu'on ne s'est jamais posée. Parce que, encore une fois, en 30 ans de carrière, j'en ai vu des réformes des retraites. Hein. À chaque fois, on nous dit toujours pareil. Oui, c'est bon, ça y est, c'est réglé. En fait, rien n'est réglé parce qu'à chaque fois, on ment sur les objectifs. On dit oui, il y aura à peu près 2% de croissance par an, il y aura un taux de chômage à 5,5. Alors, comme ce n'est pas le cas, le système n'est pas financé. Donc là, il faut faire des réformes des retraites tous les 2-3 ans, si vous voulez. Oui. Alors que si on faisait une grosse réforme, on fait table rase, on égalise tous les systèmes de retraite, à ce moment-là, là oui, on pourrait avoir une vraie retraite pour sauver la retraite par répartition. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé en Grèce, quand il n'y avait plus d'argent pour financer la retraite, les retraites ont baissé de 20%. Vous voyez, donc c'est pas une moindre hausse, c'est une baisse de 20%. C'est ça qu'on veut pour l'avenir. Bon, et je pense qu'il faut être honnête aujourd'hui. Les actuels retraités, eux, ils ne sont pas concernés parce que ils ont cotisé toute leur vie, très bien. Et il faut arrêter de les montrer du doigt, de leur jeter comme ça. Ça aussi, c'est pas sérieux. C'est quoi ces clichés, cette guerre de génération, etc. Ils ont cotisé, ils ont peut-être fait des bêtises. Ok, tant mieux pour eux, mais ils ont cotisé. Vous ne pouvez pas leur dire, non, il n'y a plus de retraite maintenant. Mais c'est ce qui va se passer d'ailleurs, parce que quand tu auras plus d'argent, là on aura un problème. Mais par contre, moi je pense à notre génération, et la vôtre encore pire. Vous n'aurez pas de retraite. Si on laisse comme ça, il ne restera quasiment plus rien. Regardez aujourd'hui en France, il s'est passé quelque chose là en 2025, quelque chose d'horrible. C'est la première fois que ça arrive. Le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. On a 9,2 enfants pour 1000 habitants, naissance donc, et 9,4 décès pour 1000 habitants. Incroyable. Comme en 1945. Ah non, mais on n'a jamais vu ça. Non, mais ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une situation où aujourd'hui, la population française va baisser.
Alors certains vont dire, oui, bah alors il faut augmenter l'immigration, etc. Bon, après, là, c'est un autre débat, hein. Est-ce qu'ils auront des emplois, etc. Est-ce qu'on peut augmenter comme ça? Non, non. Il faut se poser la question, pourquoi cette natalité baisse? Parce que les Français n'ont plus confiance. Puis on n'arrête pas d'avoir de ce discours également de décroissance, no kids, vous savez, tu vois, ça dit, ah, il ne faut pas faire d'enfants, il ne faut pas détruire la planète, etc. Bon, enfin bon, c'est très triste parce que pour moi, la vraie richesse, justement, c'est les enfants. Et je suis même grand-père maintenant, vous voyez, donc les enfants, les petits-enfants. Donc voilà, on essaye de perpétuer l'espèce humaine, j'ai envie de dire. Vous voyez, donc là, non, on dit non, on arrête tout. Ce discours, il est incroyable. Et donc là, alors pour financer les retraites, c'est encore plus dramatique. Et surtout, il faut redonner la confiance aux Français. Pour redonner la confiance, il faut baisser les impôts, il faut fluidifier l'économie française, il faut lui permettre d'être plus féconde en création de richesse, justement. Et la dernière réforme des retraites, enfin, qui va peut-être être suspendue, c'est Ouais. au cœur des débats. Donc cette dernière réforme, est-ce que c'était assez ou justement c'était un Non. équilibre? Moi, je dis ça depuis le début, si vous voulez, c'était une réformette qui ne résout rien d'ailleurs, même si elle est, a fortiori si elle est décalée, hein, ça va coûter finalement assez cher. Le problème, encore une fois, c'est qu'on n'est pas... L'erreur, ça a été de dire, on va fixer un âge limite. Non, mais encore une fois, pourquoi obliger? Voilà, il faut cette volonté d'imposer les choses, d'obliger. Non, c'est pas bon ça. On a déjà été enfermé pendant le Covid, ça suffit. Et non, ça c'est très dangereux. Non, il faut donner le choix, donner la liberté, mais en fonction de vos choix, vous avez les conséquences. Voilà, le problème, c'est que les Français, souvent, malheureusement, à cause des politiques, ont été déresponsabilisés. On vous dit, non, ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge. Ben non, c'est pas le cas. Donc, il faut aujourd'hui dire la vérité aux Français sur justement le système des retraites, comment on le finance, comment on va pouvoir toucher une retraite. Donc, cette réformette des retraites, rappelez-vous, parce que, bon, on l'a oublié maintenant, mais il y a eu des grèves, des manifestations, ça a cassé l'activité économique, etc. Oui, des trucs pour faire passer cette réforme. Finalement, aujourd'hui, ah ben non, tiens, on la suspend. Bah, franchement, oui, c'était la seule réforme, même réformette, si vous voulez, de l'ère Macron. Bon, bah, donc il ne va pas rester grand-chose. Mais toujours est-il, moi, je suis pour une vraie réforme des retraites. Je l'appelle, moi, je suis pour les grands soirs. C'est-à-dire un grand soir fiscal, un grand soir de la dépense publique, un grand soir de la réglementation, un grand soir des retraites. Voilà. On se pose, voilà, et on fait un nouveau système qui marche. Parce que là, ça ne marche pas. Donc, à quoi ça sert de vouloir, vous voyez, quand votre voiture ne fonctionne plus, ça sert à rien de faire de rafistolage. Elle ne fonctionne plus, il faut en changer. Ben là, c'est exactement ça. Ça ne fonctionne plus, il faut prendre une voiture neuve. Il faut changer complètement notre modèle. Et encore une fois, tous les pays dans le monde l'ont fait. Tous les pays dans le monde. La France est le seul grand pays qui n'a pas modernisé son économie, ni sur les impôts, ni sur les dépenses publiques, ni sur les retraites. Franchement, ça fait pas sérieux, encore une fois. Nous sommes la risée du monde.